Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite du programme et pour parler notamment du bilan radiatif. En effet, la dernière fois, nous avions parlé d'atmosphère, de la structure de l'atmosphère, de sa composition, de ses différentes couches et nous avions terminé par le filtrage atmosphérique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser quelques instants au bilan radiatif. Et ce qui apparaît assez clairement, c'est que sans atmosphère, la température terrestre serait nettement moins vivable. Vous le voyez, moins 18 degrés. C'est donc l'atmosphère qui permet justement de réguler cette température et de nous offrir un cadre de vie agréable. Quand on parle de bilan radiatif, de quoi parle-t-on exactement? Tout simplement la différence entre l'énergie reçue et l'énergie émise à la surface de la Terre. Ce bilan, vous le savez certainement, est généralement admis comme étant nul. En d'autres termes, ce que l'on reçoit, on le réémet. Et c'est tout à fait logique, si on émettait plus que ce qu'on recevait, la température de la Terre diminuerait. Et à l'inverse, si on émettait moins que ce qu'on recevait, la température ne cesserait pas d'augmenter. Ce qui permet justement de garantir un équilibre au niveau de la température terrestre d'environ 15 degrés Celsius. On verra que cet équilibre est progressivement menacé, mais revenons quelques instants justement sur ce bilan. Comment l'expliquer? Tout simplement, comme vous le voyez sur ce schéma, parce que la quantité d'énergie émise par le Soleil, si on considère qu'il s'agit de 100%, va être absorbée par la vapeur d'eau présente dans l'ozone par exemple, par les poussières également, par les nuages, par la surface de la Terre également en grande quantité. De même qu'une partie va être automatiquement réfléchie par les nuages, réfléchie par la surface de la Terre. C'est ce que l'on appelle l'albédo, nous en reparlerons également. Donc vous voyez, seule une partie est véritablement absorbée. Mais ce qui va suivre, c'est que la chaleur va être ensuite diffusée puis réémise. Ce qui est capté par la Terre, vous le voyez, 51% ici, va être réémis ensuite par différents moyens, transmis dans l'atmosphère, puis renvoyé vers l'espace. C'est ce que vous voyez aussi très bien ici, d'une autre manière, avec justement cette quantité de chaleur qui va être absorbée, soit par l'atmosphère, soit par le sol, puis qui va être réémise de différentes manières, à différents moments. Bien évidemment, on peut avoir des allers-retours, puisqu'une partie de la chaleur réémise pourra être recapturée par l'air avant d'être réémise plus loin. Donc l'explication, elle est toute simple. On a ce qu'on appelle un effet de serre naturel. Avec, vous le voyez ici, la réflexion du rayonnement, ce qu'on appelle l'albédo, par l'air et les nuages, ainsi que par le sol et les océans. La chaleur va être absorbée par l'atmosphère, absorbée par la Terre, puis renvoyée d'une manière ou d'une autre. Réflexion directe ou indirecte après absorption. L'albédo, c'est tout simplement cette capacité d'une surface à réfléchir un rayon, ici la chaleur. Donc on aura à la fois de la réflexion et de l'absorption, puis réémission par l'air et encore une fois le sol et les océans. Tout en sachant bien évidemment que les océans, par exemple, se chauffent beaucoup plus lentement que les terres, mais se refroidissent aussi beaucoup plus lentement. Et c'est quelque chose qui est intéressant puisque ça aura des conséquences, notamment en termes de météorologie, dont nous reparlerons un petit peu plus tard. Vous vous en doutez, le bilan radiatif peut être modifié, et cela par différents facteurs, notamment par l'augmentation de la concentration de gaz à effet de serre. Et c'est ce qui se passe actuellement. On a de plus en plus de gaz à effet de serre. La conséquence est donc toute simple, c'est que l'air absorbe plus de chaleur. Et dans un second temps, elle en rediffuse également moins. Donc très logiquement, l'atmosphère se réchauffe. Et la Terre, par extension, va se réchauffer également. Autre possibilité, liée principalement à l'activité humaine, c'est le bétonnage des sols. De cette manière, on réduit l'albédo. À titre d'indication, un sol blanc réfléchit 80% de l'énergie envoyée par le soleil. Donc c'est pour ça que si vous avez un glacier, le glacier va réémettre beaucoup de chaleur et en absorber assez peu. Le problème, c'est qu'à partir de ce moment où où le glacier commence à fondre, il va changer aussi de couleur avec les roches sédimentaires, notamment accumulées à proximité, va se teinter de gris et va réémettre de moins en moins de chaleur. Plus un sol est sombre, plus il absorbe de la chaleur. Vous en avez tous déjà fait l'expérience. En plein été, marcher pieds nus sur du goudron, c'est intenable. Tout simplement parce que le goudron, étant un sol noir, va absorber énormément de chaleur. Alors qu'un sol blanc en émettra beaucoup moins. C'est aussi le même principe avec les vêtements. Si vous habillez en noir, vous avez toujours l'impression qu'il fait beaucoup plus chaud que si vous habillez en blanc, simplement parce que le noir absorbe la chaleur et le blanc le réfléchit. Et au niveau des sols, ça fonctionne exactement de la même manière.
Toujours parlant du bilan radiatif, évoquons quelques instants la ligne isotherme, qui est la ligne qui relie tous les points où il fait la même température. Iso, même, terme, température. On avait déjà vu cette définition, cet élément du moins dans d'autres contextes, isométriques notamment, quand on avait parlé des courbes de niveau. Quand on parle de ligne isotherme, justement, on parle de ces limites finalement de température égale et on distingue deux équateurs thermiques, puisque les températures varient en fonction des périodes et en fonction des hémisphères. L'équateur thermique, dont l'autre nom serait la zone de convergence intertropicale ou ZCIT, libre à vous de conserver le mot que vous voulez, bien évidemment équateur thermique est peut-être plus simple, relie tout simplement tous les points les plus chauds. Vous l'aurez compris, en janvier, cette ligne se situe plutôt au niveau du tropique du Capricorne, au niveau de l'Argentine, de l'Afrique du Sud ou de l'Australie. En juillet, par contre, on serait au niveau du tropique du Cancer plutôt, Amérique du Nord, Afrique du Nord, Asie ou Sibérie. Et encore une fois, ce que je vous avais dit juste avant, la Terre se réchauffe et se refroidit 5 fois plus vite que l'océan. Ce n'est pas sans conséquence, comme vous pouvez le voir sur cette image. En effet, ici, on est sur l'équateur thermique plutôt du mois de janvier, vous en doutez. Donc, on se situe au niveau des tropiques. Mais la différence est assez remarquable puisque vous le voyez, on est beaucoup plus bas au sud, au niveau des continents qu'au niveau des océans. Et c'est notamment lié à cette capacité de l'océan à se refroidir ou à se réchauffer beaucoup plus lentement. Il faut beaucoup plus de temps. Donc comme le continent se chauffe beaucoup plus rapidement, forcément, l'équateur sera plus bas. Par contre, au niveau des océans, vous voyez qu'il y a beaucoup moins de variations. On reste au niveau de l'équateur géographique, tout simplement parce que l'océan va mettre beaucoup plus de temps à se réchauffer, va se refroidir aussi beaucoup plus lentement. Donc on va avoir une certaine forme de constance au niveau des températures. Et donc c'est ça qui explique ces variations au niveau de la ligne. Toutefois, si on considérait que la chaleur restait à ces éléments-là, on aurait des régions qui seraient toujours froides. Ce qui se passe, c'est qu'on a une diffusion de la chaleur, notamment vers les pôles, ce qui permet de rétablir l'équilibre grâce aux courants océaniques, aux nuages, aux perturbations ou aux cyclones tropicaux, par exemple. En effet, la chaleur ne reste pas concentrée entre les tropiques. Il ne fait pas constamment froid en Suisse. On a aussi des étés chauds. Bien évidemment, c'est lié à la position du soleil, mais c'est aussi lié à la diffusion de la chaleur, au mouvement de la chaleur, à travers justement ces grands courants marins. Vous savez qu'il y en a notamment un qui parcourt les côtes norvégiennes et qui permet, on l'appelle le Gulf Stream, de faire fondre les glaces en certaines périodes, sans quoi les côtes norvégiennes et les fjords seraient constamment pris dans la glace. On a aussi les nuages qui participent justement à travers leur formation et leur déplacement à la transmission de la chaleur. Les fronts et perturbations dont nous reparlerons un peu plus tard quand nous parlerons justement de météorologie, et les cyclones qui permettent aussi la circulation de la chaleur. Même si certains phénomènes naturels bouleversent l'ordre habituel, c'est le cas notamment d'El Niño et de la Niña, que vous connaissez certainement. Si tel n'est pas le cas, en voici un bref rappel. Petite vidéo du ton donc, qui évoque notamment l'année 2015, qui a été frappé par El Niño. El Niño, qu'on traduit par l'enfant, qui fait référence à l'enfant Jésus. C'est un phénomène climatique, vous le voyez, qui intervient de manière épisodique, plus ou moins régulière, qui va entraîner des modifications assez importantes en termes de climat sur les régions concernées. Vous le voyez ici, on situe ces grandes régions qui sont le Pérou, les îles asiatiques, l'Australie. En temps normal, on a ce qu'on appelle une piscine chaude, un bassin d'eau chaude à proximité justement des îles asiatiques et de l'Australie. Tout simplement parce qu'on est dans des conditions où la température de l'eau peut augmenter. Et cette piscine chaude est maintenue par les vents qui soufflent justement d'est en ouest depuis les côtes sud-américaines jusque vers l'Australie. Ce qui explique qu'il y ait beaucoup de précipitations dans ces régions-là, alors que au niveau de l'Amérique du Sud, on est plutôt dans des eaux froides, avec un climat qui sera forcément un petit peu plus différent, souvent assez sec. Dans certains cas, ce qui se passe, et c'est les années El Niño, c'est que la situation va globalement changer. Les alizés qui soufflent justement d'est en ouest vont faiblir, et même dans certaines circonstances, vont s'inverser. La conséquence très logique, c'est que la piscine chaude va se déplacer progressivement des côtes australiennes
et asiatique, elle va rejoindre les côtes sud-américaines. Forcément, c'est positif du point de vue de la température de l'eau, mais ça a des conséquences, notamment en termes climatiques. Très logiquement, puisque l'eau est plus chaude, il va y avoir plus d'évaporation. Or, comme il y a de grands reliefs, on va avoir beaucoup plus de précipitations, donc d'inondations. De la même manière, comme l'eau froide est piégée en dessous, la quantité de poissons à disposition, par exemple, est bien moindre. La pêche est donc beaucoup plus difficile, ce qui peut engendrer, dans certaines circonstances, des famines. Donc une situation beaucoup plus difficile pour la partie sud-américaine. Et vous le voyez, par extension, en Asie et en Australie, c'est une période où on va avoir beaucoup d'incendies, puisqu'on a beaucoup moins d'humidité, beaucoup de chaleur, et donc beaucoup moins de précipitations. Et ça a des conséquences sur l'agriculture, ça a des conséquences sur la vie humaine, sur les grands événements tels que les incendies qu'on a déjà évoqués, et qui se répercutent sur des durées plus ou moins régulières au fil du temps. Comme de nombreux autres phénomènes à l'échelle du globe, celui-ci est peut-être l'un des plus connus, l'un des plus célèbres, c'est pour ça que nous nous y intéressons. Voilà, nous arrêtons ici pour aujourd'hui, après avoir parlé justement de bilan radiatif. La prochaine fois, nous nous intéresserons aux paramètres fondamentaux, nous commencerons à parler de température, de pression, d'humidité également. Cette vidéo est un petit peu plus courte, mais pour une fois, ça ne fera pas forcément de mal. Comme d'habitude, je reste à disposition si vous avez des questions, quelles qu'elles soient. Et dans tous les cas, je vous souhaite une excellente semaine.